Sa sortie au mois de mai 1992, la biographie de Diana, écrite par Andrew Morton, va provoquer un véritable tsunami médiatique. Il faut dire que le contenu de l'ouvrage est non seulement une déclaration de guerre à son mari, mais également à la famille royale tout entière. La sortie du livre Diana, ma vérité, c'est énorme. C'est énorme parce que tout à coup, on se rend compte qu'elle met à plat cette famille royale en racontant les coulisses, comment elle vit dans sa bulle, cette famille, comment elle est insensible quelque part, comment elle n'a aucune empathie ou pas capable d'empathie, et puis que Charles, finalement, a repris sa liaison avec Camilla. Tout ça sorti sur la place publique, évidemment, ça provoque un électrochoc énorme. On n'a jamais vu un tel déballage de secrets d'alcôve. Elle raconte absolument tout sans aucune retenue, et on découvre le portrait d'une femme triste, brisée, seule, abandonnée, dépressive, qui tente malgré tout de survivre dans un univers où personne ne lui prête attention. C'est un cri de douleur et en même temps une dénonciation de ce que lui ferait subir la famille royale britannique. C'est complètement démentiel. En Grande-Bretagne, cette biographie déchaîne les passions. Elle va se vendre à plus de 6 millions d'exemplaires. L'écrivain est alors au centre de toutes les attentions, mais aussi de toutes les critiques. On l'accuse notamment d'avoir tout inventé. Nous avons tous pensé, ce livre est un tissu de mensonges. Diana ne peut pas lui avoir raconté tout ça. Et je me souviens d'avoir participé à un débat télévisé où Andrew était assis juste à côté de moi et je lui ai dit « Mais comment avez-vous osé écrire un livre pareil? C'est tellement injuste et méchant envers la famille royale. » Et il n'a pas bronché. La participation de Diana devait rester secrète, y compris après la publication du livre. Je me contentais donc de répondre que seuls les amis et la famille de Diana étaient impliqués, mais que Diana elle-même n'avait rien à voir avec tout ça. Et même si à l'époque Diana nie son implication dans ce projet, le déballage de ses affaires privées à la face du monde entier provoque la colère de toute la famille Windsor, à commencer par la reine en personne. La reine ne lui a jamais pardonné d'avoir osé laver son linge sale en public. La famille royale ne fait pas ce genre de choses. Ils ne dévoilent jamais leurs secrets. Pourtant, Diana, qui était une jeune femme moderne et innocente, a choisi de tout raconter. Et je peux vous dire que cette vérité a été une pilule très amère à avaler pour la famille royale. La reine et le prince Philippe ont convoqué Charles et Diana dans leur salon privé du château de Windsor et ils leur ont demandé « Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Charles a alors répondu « Je ne peux plus vivre avec cette femme. Elle est complètement folle, elle est instable, c'est un cauchemar. » À ce moment-là, la reine aurait déclaré « Eh bien, vous allez pourtant devoir faire un effort. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. » La reine ne veut pas entendre parler de divorce, mais Diana va tout de même obtenir une séparation de corps avec le prince Charles. Elle a gagné cette première manche, mais le prix à payer va être particulièrement élevé. Les tabloïds, c'est un monstre médiatique qui dévore ceux qui collaborent avec eux. Ils vous broient. Et Diana va être broyée par cette machine médiatique. Les vannes sont ouvertes. Tous les scandales vont sortir. La presse populaire, qui jusque-là hésitait à attaquer les membres de la famille royale, là, tous les coups sont permis. Quand Diana sort son livre, évidemment, les tabloïds vont sauter sur l'occasion pour scruter les moindres faits et gestes du couple ou de l'ex-couple princier. C'est-à-dire que voilà, ils vont être suivis par des paparazzis, on va tous avoir de l'envie. C'est un magma de boue qui va toucher la famille royale et ce couple pendant toutes ces années-là, bien entendu. Il n'y a plus de limite, puisque Diana s'est autorisée à le faire. Pourquoi on va s'empêcher de le faire ? Entre 1992 et 1994, les scandales se succèdent et font les choux gras de la presse tabloïde. Le conflit qui oppose alors Diana au prince Charles va même avoir un surnom, la guerre des Galles. C'est un feuilleton quotidien, une espèce de saga qui s'étale tous les jours dans les journaux. Il y a des nouvelles photos, des nouvelles petites phrases. Alors, il faut savoir que cette histoire-là, elle est alimentée d'une part par Charles, de l'autre par Diana, enfin, par leurs entourages directs qui laissent filtrer des informations auprès des médias, mais il y a aussi ce qu'on leur prend sans qu'ils aient voulu le donner. Plusieurs enregistrements audio ont commencé à circuler illégalement.
Il y a d'abord eu le Squidgy Gate, où Diana avait des discussions très intimes avec un ami masculin. Puis il y a eu le Camilla Gate, où on pouvait entendre le prince Charles dire à Camilla qu'il voudrait être un tampon à l'intérieur de sa culotte. Des propos érotiques qui ne laissaient guère planer le doute quant à la nature de leur relation. Donc le fait que ces conversations extrêmement privées, intimes, soient révélées à la face du monde, pour la famille royale d'Angleterre, c'est un drame complètement. C'est-à-dire que là, on ne maîtrise plus rien de la communication. Il va devenir urgent de prendre des décisions et de ramener la situation un petit peu sur du calme, parce que là, tout part au chaos. La situation est devenue hors de contrôle. Diana n'a plus de vie privée. Victime d'un harcèlement quotidien, elle finit par craquer lors d'un voyage en Égypte. Ken Worth, son garde du corps, va alors recueillir les confidences de la princesse en pleurs. Je me souviens d'un voyage en Égypte où Diana se prélassait au bord de la piscine dans la résidence de l'ambassadeur au Caire. Ce jour-là, des paparazzi avaient réussi à accéder au toit d'un immeuble voisin. Ils ont photographié et même filmé Diana et moi-même alors que nous étions en train de discuter. En fait, Diana était en train de me demander des conseils sur l'attitude à adopter. « Que feriez-vous à ma place » m'a-t-elle demandé. Je lui ai alors conseillé de rentrer à l'intérieur. C'était vraiment très intrusif par rapport à la vie privée de Diana. Mais les médias n'en avaient rien à faire. Tout ce qui comptait, c'était de prendre la bonne photo. Que ce soit lors de voyages officiels ou bien dans sa vie privée, Diana ne peut plus faire un pas sans être suivie. Elle est traquée sans relâche. Richard Kay, qui est alors l'un de ses plus proches amis, se souvient de ses vacances au ski avec ses enfants lorsque la princesse, excédée, va prendre la décision de se confronter directement aux paparazzi. Je l'ai accompagnée lors de ce voyage en tant que journaliste. Nous étions en Autriche et elle était au centre de toutes les attentions. Le problème, c'est que les garçons étaient encore très jeunes à cette époque et ils étaient traumatisés par tous ces photographes qui les harcelaient et la police qui avait vraiment du mal à les tenir éloignés. Diana a tout fait pour essayer de protéger les enfants des paparazzi. C'était une très bonne mère. Elle était très aimante. Nous avions l'habitude de dire qu'elle était une vraie mère poulain. Cette lettre-là était signée Elizabeth R. C'était un ordre royal. Le 15 juillet 1996, le premier greffier du tribunal civil du Somerset House va enregistrer officiellement l'accord de divorce entre le prince et la princesse de Galles, qui va bientôt mettre fin à 15 longues années d'un mariage malheureux. Diana et Charles se rencontrent pour négocier qui aura quoi, la garde des enfants, le montant de la pension alimentaire et ce genre de choses. À la sortie de leur rendez-vous, c'est Diana qui appelle directement Elisabeth II pour la prévenir qu'ils sont arrivés à un accord sur le divorce. C'est une Diana qui est sans doute euphorique par la liberté qu'elle a obtenue. Bon, elle a 20 millions, équivalent de 20 millions d'euros, une rente de 500 000 euros par an quand même, ce qui lui permet de voir venir la jouissance de Kensington, donc elle a un pied-à-terre dans Londres. Mais c'est la période où elle va commencer à se chercher. Il faut bien se rendre compte que les Windsor sont des gens qui ne savent pas vivre comme le commun des mortels. Ils ne savent pas faire un plein d'essence, ils ne savent pas payer avec une carte bancaire. Donc là, elle doit tout réapprendre. Libre de toute entrave, Diana se sent pousser des ailes. C'est la première fois depuis 15 ans qu'elle semble heureuse et épanouie. Juste après son divorce avec le prince Charles, Diana est en fait libérée du carcan et des obligations royales. Elle n'a plus ce devoir de réserve et elle va en profiter, c'est-à-dire qu'elle va être la méga star. Diana, dans les années 90, c'est ce qu'on imagine de plus haut, c'est la personnalité la plus photographiée au monde. N'importe où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, elle va faire la une. Ce n'est plus une personnalité de la famille royale qui s'est déplacée, c'est Lady Di. Je me souviens de lui avoir dit un jour « Désormais, vous n'êtes plus la princesse de Galles, vous êtes la princesse du monde ». Et elle adorait cette idée. Elle aimait être une princesse pour le monde entier, et c'est comme ça qu'elle se voyait. Elle n'était plus liée à la maison de Windsor, elle était enfin maître de son destin. Elle était beaucoup plus épanouie, et cela se voyait dans sa coiffure ou encore dans son style vestimentaire. Elle était au top du glamour juste après le divorce. Fini la jeune fille timide et mal dans sa peau. Diana offre désormais l'image d'une femme sûre d'elle et particulièrement consciente de son pouvoir de séduction. Diana était manipulatrice.
crois que c'était dans son tempérament. Et donc, elle n'est pas du tout naïve. Elle connaît bien les médias. Tous les matins, elle lit les tabloïds. Et elle lit uniquement ce qu'on dit sur elle. Je me souviens d'avoir écrit un article dans le Daily Mail qui ne lui avait pas plu. Elle devait donc essayer de devenir mon amie, parce que c'est comme ça que Diana gérait ce genre de situation. Elle essayait de vous mettre dans sa poche. Donc elle m'a dit, nous allons juste avoir une petite conversation entre filles. Et quand je l'ai retrouvée, elle était habillée dans un style ultra glamour. Elle portait une robe bleue de chez Versace. Et à cet instant bien précis, je me suis dit, elle est drôlement chic pour prendre un café à 10h du matin. Elle avait parfaitement conscience du pouvoir de son image. Séductrice et manipulatrice, Diana maîtrise mieux que jamais son image. Elle va alors décider de la mettre au service d'un combat qui va accroître encore davantage une popularité déjà immense. À cette époque, elle avait commencé à se bâtir une solide réputation sur la scène internationale, en particulier aux États-Unis, où elle avait choisi de s'engager dans l'humanitaire de façon indépendante. Et quand elle s'est intéressée aux problèmes des mines antipersonnelles, sa popularité est devenue encore plus importante. Elle avait une formidable capacité d'aller là où il fallait pour tirer l'attention des gens, et avec un tel charisme qui était le sien, elle pouvait faire bouger des montagnes. Le combat mené par Diana pour lutter contre le fléau des mines antipersonnelles dans les pays en guerre va connaître un retentissement sans précédent. Une fois de plus, la princesse parvient à se retrouver au centre de toutes les attentions. Elle s'imagine faire globe-trotteuse humanitaire et de parcourir le monde pour sauver des enfants dans les hôpitaux ou des gens. C'est une fille qui a un radar. Elle comprend très vite les situations, les ambiances. Donc elle va aller là-dessus, elle va comprendre ce qu'il faut continuer pour alimenter son aura et cette popularité qu'elle ne doit pas perdre, parce que c'est sa seule arme qui lui reste en quelque sorte. Elle est partie en Angola pour faire un voyage pour faire de la publicité contre les mines. Et c'est vrai que ce voyage a fait plus pour tirer l'attention du monde sur les mines que presque tous les autres efforts d'autres hommes d'État, etc., chefs d'État, pour crier qu'il fallait mettre fin à cela. 1, 2, 3, firing. J'étais présent lorsque la princesse s'est rendue en Angola et en Bosnie pour la campagne contre les mines antipersonnelles. C'est moi qui ai organisé la séance photo avec cette petite fille qui avait perdu une jambe. Je pensais que ce serait une image très forte que d'associer la princesse à cette malheureuse victime. Et effectivement, cette photo a fait le tour du monde. Les mines antipersonnelles, un combat qui illustre parfaitement l'ambiguïté de cette nouvelle Diana. Équilibre subtil entre une opération de séduction particulièrement habile et un engagement très sincère. Devant les palais de Buckingham et de Kensington, une foule inconsolable fait la queue pour venir lui rendre un dernier hommage. Je suis allé dans les jardins de Kensington, à l'extérieur du palais, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Ils se succédaient depuis le début de la journée pour déposer des fleurs, des bougies et des messages. Ils n'avaient jamais vu Diana. Ils ne lui avaient jamais parlé et ne l'avaient probablement jamais rencontrée. Pourtant, ils étaient totalement bouleversés par sa mort et en quelques instants, cela m'a fait comprendre à quel point Diana était importante pour tous ces gens. Diana était adorée dans ce conte de fées parce que le méchant, c'était Charles, et la sorcière, c'était Camilla. C'est ça à l'époque, dans les années 90. Et Diana, c'est la princesse qui s'en est sortie par elle-même. Donc il y a cet amour qu'on lui porte sur cette histoire. Elle a son fan club, les Anglaises l'adorent. Les Anglaises l'adorent. Et le fait qu'enfin, quand elle est libre, elle soit fauchée par la mort, évidemment ça choque les gens et ça les bouleverse. Il y avait ce sentiment d'injustice. Pourquoi elle qui est quelqu'un de tellement gentil, qui a fait tellement de choses, de bien, qui a apporté de la bonheur à tellement de monde, mais c'était pas juste qu'elle meure. Mais pourquoi elle? Et donc les fleurs ont commencé à venir devant Kensington Palace et devant Buckingham Palace à Londres.
Mais c'était un truc de dingue. On n'avait jamais vu autant de fleurs. On n'avait jamais vu ça. C'était inimaginable. Finalement, la seule à ne pas exprimer publiquement un quelconque chagrin, c'est Élisabeth II, la reine d'Angleterre. Un silence qui va avoir bien du mal à passer. Pendant une semaine, Élisabeth II ne dit rien, le prince Philippe ne dit rien, la famille royale ne dit rien. Les Windsor font ce qu'ils savent faire, ils se renferment, ils ferment les écoutilles, ils ne veulent rien dire, ils ne savent pas comment gérer. La reine, elle ne comprend pas, elle est dans sa bulle. Les Windsor ont toujours été dans une bulle, sont entourés de domestiques, sont fermés. Donc elle ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Elle est à Balmoral, elle veut d'abord s'occuper de ses petits-enfants, et c'est vrai qu'elle va le faire. La consigne, c'était de les protéger. Il ne fallait pas qu'ils sachent ce qui se passe. Donc pas de télévision, pas de journaux, pas de courrier. Tout était supprimé. Et donc, on s'occupe des enfants. Bon, ils étaient au courant que leur mère était morte, mais ils ne voulaient pas voir les commentaires de la presse. Et donc, la reine, c'était, pour elle, le plus important, c'était de protéger ses petits-fils. Mais à Londres, la colère gronde. Le peuple britannique inconsolable ne comprend pas ce silence qu'il interprète comme de l'indifférence. Je ne trouve pas de mots assez durs pour qualifier son attitude. Elle devrait dire quelque chose, exprimer sa douleur. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est une erreur énorme. C'est épouvantable. J'espère que la famille royale aura honte toute sa vie. Ils ont très mal perçu leur absence et leur refus de mettre le drapeau en berne. Ce qui est de mise à Buckingham Palace quand une personnalité de haut rang décède. Le peuple britannique a pensé que c'était une erreur. Mais surtout, ils étaient en colère parce qu'il n'y avait personne sur place. Il n'y avait aucun représentant de la famille royale. On se souvient de certains titres de journaux qui interpellent la reine. Il y a des titres violents, en une du Sun, du Mirror, qui disent « Madame, montrez-nous que vous avez un cœur, montrez-nous que vous êtes là, revenez à Londres ». Des amis de la reine-mère lui ont suggéré de revenir au plus vite à Londres. Le peuple devient fou, on est au bord d'une révolution. J'en ai même entendu certains qui voulaient voir couler le sang royal. Malgré la pression populaire grandissante, la reine ne semble pas prendre la mesure de la situation. Le peuple est en colère, la légitimité de la monarchie britannique est menacée. Tony Blair, alors Premier ministre du Royaume-Uni, est obligé d'intervenir pour convaincre la reine de sortir de son silence. C'est donc contrainte et forcée que le 5 septembre 1997, la souveraine quitte son château de Balmoral en Écosse pour se rendre à Londres. Il y avait une peur grandissante parmi les membres de la famille royale sur le fait que si la reine allait revenir à Londres avec Charles, ils allaient se faire huer, conspuer à la descente de la voiture, et c'était pas possible. Et donc, à la fin, la reine a dit « Ok, je vais y aller, d'accord, mais à condition qu'on met la voiture le plus proche que possible du portail de Buckingham Palace. Je peux rapidement rentrer à l'intérieur et ça sera pour très peu de temps. » Donc ils arrivent et on se rend compte qu'il y a quand même une certaine crispation dans la voiture parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Elle va descendre de voiture et à pied faire le tour devant les grilles, marcher devant les centaines de milliers de fleurs qui ont été déposées par le public. Ce geste-là va avoir une importance incroyable auprès du peuple anglais. Et une petite fille, à ce moment-là, va tendre un bouquet à la reine. La reine va lui demander « Est-ce que tu veux que je le dépose avec les autres pour Diana ?» Et là, la petite fille va lui répondre « Non, madame, il est pour vous. » Et là, la vapeur a été renversée. La reine, qui a enfin pris la mesure de l'urgence de la situation, va même aller jusqu'à briser le protocole en prononçant une allocution en direct dans le but de rendre hommage à Diana. I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. Quand la reine a prononcé ce discours mémorable en direct à la télévision, je crois que c'est la première et unique fois de son règne qu'elle faisait une chose pareille. Et ce geste a tout désamorcé. Il a permis au grand public de comprendre que eux aussi, à leur manière, pleuraient Diana. La reine a joué gros ce jour-là. Ça aurait pu ne pas marcher.